Je m'appelle Théa Anders. À 28 ans, j'ai appris que mon propre nom avait été rayé du testament de mes parents. Effacé à l'encre noire, comme un simple poste de dépense qui n'aurait pas été rentable. Cet après-midi-là, ma mère m'a regardé droit dans les yeux, et m'a traité de leur plus grande déception. Mon père était assis à 1 mètre de là, et n'a pas prononcé un mot. Ils ont cédé à ma sœur le domaine familial de 4 millions d'euros, la maison, l'entreprise, les chalets en location, les terres. Absolument tout ce que notre grand-mère avait construit. À moi, ils ne m'ont laissé qu'un chèque d'1 euro. J'ai cru que c'était la pire partie de l'histoire. Ce n'était pas le cas. Ce que ma sœur avait manigancé dans mon dos, pour que cela se produise, était bien pire. Et ce que j'ai fait à ce sujet 3 ans plus tard, quand mon avocate a décroché son téléphone pour appeler le leur, c'est la partie que mon père n'arrive toujours pas à s'expliquer. Il n'arrêtait pas de répéter la même chose, encore et encore. Comme si, à force de le dire, cela cesserait d'être vrai. Mais j'anticipe. Le matin où tout a volé en éclats a commencé par une réunion de famille, chez ma grand-mère. J'avais conduit pendant 4 heures, pensant que nous allions discuter de sa succession tous ensemble, en famille. Il s'est avéré que les décisions avaient déjà été prises. J'étais la seule à ne pas être au courant. Bienvenue à nouveau sur des histoires tranquilles, sur des personnes qui ont été sous-estimées, et sur la dignité qu'elles ont su se forger, quand personne ne regardait. Si quelqu'un, dans votre famille, vous a un jour fait vous sentir comme une déception pour avoir choisi votre propre voie, celle-ci est pour vous. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Marietta, dans l'Ohio, est le genre de ville où votre nom de famille signifie quelque chose, que vous le vouliez ou non. La famille Anders y était installée depuis les années 1940. Et la maison, une vaste demeure de style néocolonial, que ma grand-mère Ruth avait restaurée planche par planche au début des années 80, trônait sur Putnam Street comme si elle possédait tout le quartier. Un escalier en pin sylvestre, des fenêtres en saillie avec leurs verres ondulés d'origine, et une véranda enveloppante, qui craquait d'une manière qui résonnait comme un foyer, quand j'avais 9 ans. Je n'y avais pas vécu depuis 6 ans. Pourtant, à chaque fois que je franchissais cette porte d'entrée, l'odeur me frappait de la même façon. De l'huile de citron, du vieux bois, et quelque chose de plus chaleureux en dessous, que je n'ai jamais pu nommer. Cet après-midi d'octobre, je me suis garé derrière le nouveau SUV de ma sœur, Lorraine. J'ai remarqué que l'allée avait été repavée. Un petit détail, qui m'est resté en tête. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée comme pour une réunion. Des dossiers, de l'eau, des verres, et un bloc-notes à chaque place. Mon père, Roger, se tenait près de la fenêtre, regardant quelque chose dans la cour. Ma mère, Diane, était assise en bout de table. C'était inhabituel, car c'était la chaise de grand-mère Ruth. L'avocat de la succession familiale, Monsieur Kimble, était déjà installé, une enveloppe posée devant lui. Lorraine était sur son téléphone, les jambes croisées, sans même lever les yeux. « Assieds-toi, Théa » a dit ma mère. Pas de « bonjour ». Je me suis assise. Monsieur Kimble a ouvert l'enveloppe, et ma mère m'a observé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas exactement de la colère, ni de la pitié. C'était quelque chose de répété. Je me souviens du pin sylvestre sous mes chaussures. Le fil du bois se dirigeait vers l'escalier. Je me rappelle avoir pensé qu'il était étrange, de remarquer le sol à un moment pareil. Monsieur Kimble a lu le testament révisé, avec ce ton juridique et plat, qui fait sonner n'importe quoi comme un simple bulletin météo. La maison sur Putnam Street, les 2 chalets en location sur Front Street, le magasin de meubles familial sur la 2e rue, les comptes d'épargne, les terrains. Une valeur totale estimée à un peu moins de 4 millions d'euros. Le tout, transféré à Lorraine Marie Anders. Ma part de l'héritage était inscrite sur une ligne séparée, 1 euro. La clause de non-contestation, juste en dessous, signifiait que si je remettais quoi que ce soit en question, je perdrais même cela. Lorraine n'a pas réagi. Elle savait déjà. Je pouvais le voir, à la façon dont sa posture n'a pas bougé. À sa manière de garder son téléphone face contre table, comme si elle attendait simplement que cette partie soit terminée. C'est ma mère qui a pris la parole. Elle s'est redressée dans la chaise de grand-mère Ruth, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, et a souri. Pas un sourire chaleureux. Pas même un sourire méchant. Juste un petit pincement de lèvres, qui montrait qu'elle s'était exercée. Nous en avons discuté attentivement,
Théa. Ton père et moi sommes tous les deux d'accord. Elle a fait une pause. Tu as toujours été notre plus grande déception. La pièce n'est pas devenue silencieuse, parce qu'elle l'était déjà. Mes oreilles se sont remplies d'un faible bourdonnement. Je me suis agrippé au bord de la rampe d'escalier, derrière ma chaise, car j'avais l'impression que le sol venait de s'incliner de 2 degrés. Mon père regardait la cour. Monsieur Quimble a fermé le dossier. Lorraine a décroisé les jambes, et s'est levée, comme si la réunion était levée. Je suis resté assise là. Une main sur le pain sylvestre, et 1 euro en poche, issu de l'héritage qui était censé m'appartenir. Et la seule pensée cohérente que j'ai eue, fut une question que je n'ai pas posée à voix haute: depuis combien de temps ma sœur était-elle au courant, avant même que je ne passe la porte? Ma mère avait des raisons, et elle les a énoncées comme une femme qui avait répété devant un miroir. J'avais jeté aux orties le parcours familial, disait-elle. Grand-mère Ruth avait construit le magasin. Mon père l'avait fait fructifier. Lorraine avait fait un bon mariage, et était restée près d'eux. Et moi, j'étais parti pour faire, selon son mot, de la décoration. Elle l'a dit de la même façon que quelqu'un dirait de la peinture au doigt. Mon père n'avait toujours pas parlé. Il se tenait à la fenêtre, les mains dans les poches. Et toutes les quelques secondes, il hochait légèrement la tête, comme un homme qui approuve une chose diffusée à la radio, dans une autre pièce. Nous avons tout sacrifié pour construire des vies respectables ici, a dit ma mère. Ta sœur l'a compris. Toi, non. Je voulais lui rappeler que j'avais un diplôme en design d'intérieur. Que j'avais travaillé 60 heures par semaine, dans un cabinet à Columbus, avant de me lancer à mon compte. Que la décoration était une vraie carrière, avec des licences, des responsabilités, et des clients qui me confiaient des budgets à 6 chiffres. Mais elle n'avait pas terminé. Les gens parlent, Théa. Ils nous ont dit que tu étais endetté. Que tu n'arrivais pas à garder tes clients. Que tu es instable. Instable. Le mot a claqué comme une gifle. Je n'avais jamais manqué un paiement de loyer. Je n'avais jamais emprunté un seul euro, à qui que ce soit dans cette pièce. Je n'avais jamais été renvoyé, jamais été poursuivi en justice, jamais été en retard sur une déclaration d'impôt. Alors, qui exactement avait dit à mes parents que je m'effondrais? J'ai regardé Lorraine. Elle se versait de l'eau, parfaitement calme, pendant que ma mère continuait de parler. Quelque chose sur le fait qu'il n'avait pas pris ce choix à la légère, que c'était vraiment pour protéger ce que la famille avait construit. Mais j'avais cessé d'écouter le contenu. Je faisais le calcul. Instable, endetté, incapable de garder des clients. Quelqu'un avait passé beaucoup de temps à construire cette version de moi. Et j'étais assise juste en face d'elle. Tout n'est pas venu d'un coup. C'est venu par morceaux, au cours de l'heure suivante. Entre les papiers légaux, les verres d'eau remplis, et ma mère qui se répétait, comme si le testament était fourni avec les commentaires du réalisateur. Le vieil ami d'université de mon père, Gérald Bishop, avait apparemment raconté à mes parents que je lui avais demandé un prêt. Ce n'était pas le cas. La femme de Gérald, Martha, avait mentionné lors d'un déjeuner paroissial, qu'elle avait entendu dire que j'avais des ennuis. Ces mots exacts. De la part de qui? Elle ne s'en souvenait plus. Ma mère a ajouté que 3 voisins différents avaient exprimé leur inquiétude. 3 voisins différents, qui s'avéraient tous être des personnes que Lorraine voyait régulièrement. Et puis, il y a eu cette chose que Lorraine a dite, lors d'un barbecue familial, le 4 juillet dernier. Devant 12 personnes, dont ma tante et 2 cousins. Je n'y étais pas. Ma cousine Megan me l'a raconté plus tard, dans un SMS que j'avais manqué. Lorraine tenait un verre de thé glacé, et avait dit d'un ton léger, comme si elle faisait une remarque sur la météo, Théa ne peut même pas garder une plante d'intérieur en vie. Les 12 personnes ont ri. Ma tante a changé de sujet. Mais la phrase est restée. Elle est restée, parce qu'elle était assez insignifiante pour être drôle, et assez tranchante pour sonner comme un verdict. Ce n'était pas une histoire de plante d'intérieur. C'était une question de compétence. Et Lorraine menait cette campagne depuis près de 2 ans. Un mot par-ci, un soupir d'inquiétude par-là, un petit hochement de tête quand quelqu'un mentionnait mon nom. Jusqu'à ce que la version de moi qui existait à Marietta, soit celle d'une personne que je n'avais jamais rencontrée. Un désastre, une fuyarde, une fille qui ne pouvait même pas garder une plante en vie. Au moment où mes parents ont révisé le testament, ils ne déshéritaient pas leur fille.
Il déshéritait un personnage que ma sœur avait écrit pour moi. C'est juste que je n'avais pas été dans le public. La seule chose, dans ce testament, qui n'est pas allé à Lorraine, c'était une boîte en cèdre. Grand-mère Ruth me l'avait laissée, spécifiquement et nommément, dans une clause que M. Kimble a lue presque comme une réflexion après coup. Une petite boîte en cèdre rouge, avec des charnières en laiton, et un minuscule loquet qui cliquetait quand on l'ouvrait. Je l'avais vue sur sa commode toute ma vie, mais je n'avais jamais regardé à l'intérieur. Elle était morte 11 mois avant cette réunion de famille, et la boîte était restée dans un placard de rangement, à la maison, depuis les funérailles. Ma mère l'a sortie, et l'a posée devant moi, comme si c'était un lot de consolation. Lorraine l'a regardée, puis m'a regardé. « Elle t'a laissé une boîte ?» a-t-elle dit. « C'est approprié. » Je l'ai prise. Elle était plus légère que je ne le pensais. L'odeur de cèdre était encore forte. Cette odeur vive et propre, qui signifiait la chambre de grand-mère. Les mains de grand-mère. Grand-mère mesurant du tissu à sa table de couture, avec un petit mètre ruban en laiton, qu'elle possédait depuis bien avant ma naissance. Je ne l'ai pas ouverte. J'en étais incapable. Pas dans cette pièce. Pas devant les personnes qui venaient de me réduire à 1 euro, et à une boîte en carton. Je la garde, ai-je dit. Merci. Lorraine a regardé ma mère. Ma mère a regardé la table. Mon père a regardé la cour. Personne ne m'a demandé de rester. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a dit qu'il était désolé, que c'était difficile, ou que cela ne voulait pas dire qu'il ne m'aimait pas. La boîte en cèdre reposait dans mes mains, comme une petite question scellée. Pourquoi grand-mère Ruth, qui aurait pu me laisser de l'argent, des meubles, ou une part de terrain, m'avait-elle laissé cela à la place? Je l'ai glissée sous mon bras. Je ne l'ai pas ouverte pendant 5 mois. J'ai conduit jusqu'à un motel, à l'extérieur de la ville, cette nuit-là. Assise sur un lit qui sentait l'eau de Javel, j'ai réfléchi à ce que signifierait de me battre. Je pouvais engager un avocat. Je pouvais plaider l'influence indue, ou le fait que Lorraine avait manipulé le processus, ou que les raisons invoquées par ma mère reposaient sur des informations fabriquées de toutes pièces. Je pouvais traîner l'affaire devant le tribunal des successions, et laisser un juge du comté de Washington déterminer, si la déception était un motif légal de déshéritement. J'ai fait les comptes. Cela prendrait 2 ans, au minimum. Cela me coûterait de l'argent que je n'avais pas. Et même si je gagnais, je passerais le reste de ma vie dans une ville, qui avait déjà décidé de ce que j'étais. Mes parents ne me parleraient plus jamais. Lorraine dirait à tout le monde que j'avais poursuivi ma propre famille en justice. Les voisins hocheraient la tête, et diraient, vous voyez, instable. Tout comme on nous l'avait dit. Alors, j'ai fait un autre choix. Je n'allais pas me battre, pour une place à une table qui m'avait effacé. J'allais construire ma propre table, ailleurs. J'ai choisi Asheville, en Caroline du Nord. Parce qu'un designer, avec qui j'avais travaillé, m'avait dit un jour que le parc immobilier historique y était magnifique, que le marché de la rénovation était en pleine croissance. Et parce que là-bas, personne ne saurait, ni ne se soucierait de savoir, que Thea Anders était la plus grande déception de quelqu'un. J'ai appelé mon propriétaire à Columbus, et j'ai donné mon préavis de 30 jours. J'ai vendu mon canapé, ma bibliothèque, et ma table basse. Des choses que j'avais choisies avec soin, car c'est ce que font les designers. Nous choisissons les choses. J'en ai tiré 1100 € net. J'ai chargé ma voiture de vêtements, d'un kit de dessin, d'un ordinateur portable, et de la boîte en cèdre de grand-mère Ruth. Elle reposait sur le siège passager, toujours scellé. J'ai quitté le parking du motel à 6 heures du matin. Marietta a rétréci dans mon rétroviseur, jusqu'à n'être plus qu'une tache, sur le ciel gris de l'Ohio. 7 heures sur l'île 77 Sud. J'ai compté les kilomètres au fil des frontières d'État, de l'Ohio à la Virginie occidentale, puis la Virginie, jusqu'à la Caroline du Nord. Mon compte en banque affichait 3200 €. Ma cote de crédit était de 740, parce que je n'avais jamais manqué un seul paiement, peu importe ce que Lorraine racontait aux voisins. Je n'avais aucun travail qui m'attendait, aucun appartement garanti. Juste une annonce que j'avais trouvée, pour une chambre meublée, au-dessus d'un magasin d'encadrement sur Highwood Road, dans West Asheville. Pour 650 € par mois. La chambre était plus petite que mon ancien placard. Une fenêtre, un radiateur, une seule prise électrique qui fonctionnait correctement. La première nuit,
j'ai posé la boîte en cèdre de grand-mère Ruth sur le rebord de la fenêtre. Je me suis assise sur le lit simple, et je l'ai fixé. Le loquet a accroché la lumière de la rue. Ma main s'est tendue. J'ai touché les charnières en laiton. J'ai failli l'ouvrir. Mon pouce était sur le fermoir, quand quelque chose m'a arrêté. Pas exactement de la peur. Mais le sentiment que, quoi qu'il y ait à l'intérieur, c'était la toute dernière chose inédite que grand-mère Ruth me donnerait jamais. Et une fois que je l'aurais ouverte, ce serait fini, ça aussi. J'ai retiré ma main. Mes doigts tremblaient. Et je me suis convaincu que c'était à cause du froid. Tu as toujours été notre plus grande déception. Ces mots siégeaient dans mon crâne, comme des meubles que je n'avais jamais commandés. Ils étaient là quand je me brossais les dents. Là quand j'éteignais la lumière. Là quand je m'allongeais dans un lit étranger, dans une ville étrangère, à écouter le cliquetis du radiateur. Je ne savais pas si le design d'intérieur pourrait me faire vivre, dans une ville où je ne connaissais personne. Je ne savais pas si j'arrêterais un jour d'entendre la voix de ma mère, dans chaque pièce silencieuse. Mais je savais une chose, avec une clarté absolue, je ne ferais pas marche arrière. Quoi que je m'apprête à construire, ce serait à moi. Le nom de personne d'autre ne figurerait dessus. La permission de personne ne serait requise. Les 6 premiers mois à Asheville furent la période la plus dure de ma vie d'adulte. J'ai décroché un travail à temps partiel, dans un showroom de meubles sur Biltmore Avenue. 12 € de l'heure, et une réduction pour employés que je n'avais pas les moyens d'utiliser. Le matin, j'agençais les vitrines du magasin. L'après-midi, je me vendais aux agents immobiliers en tant que décoratrice d'intérieur indépendante, pour la mise en valeur des maisons à moins de 300 000 €. La plupart m'ont dit non. Ceux qui ont dit oui, me payaient entre 200 et 400 € par contrat, en espèces. J'ai mangé du riz et des haricots noirs, 4 soirs par semaine. J'ai lavé mes cheveux avec du savon en pin pendant 2 mois, parce que le shampoing me semblait être un luxe que je n'avais pas encore mérité. J'ai dormi sur le sol de ma chambre pendant 3 semaines, avant que le canapé de mise en scène d'un client, resté sur les bras, ne devienne le mien. J'ai étudié pour obtenir ma certification de designer d'intérieur de Caroline du Nord. Assise au comptoir de la cuisine du magasin d'encadrement en bas, où le propriétaire me laissait utiliser le Wi-Fi après la fermeture, en échange de la réorganisation de son mur d'exposition. J'ai rempli moi-même les papiers de création de ma société, pour 60 €. J'ai lu chaque clause 2 fois. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a demandé de mes nouvelles. Je n'ai pas appelé chez moi, et chez moi ne m'a pas appelé. Mais il y a eu un moment, infime, facile à manquer, qui m'a empêché d'abandonner. Une agente immobilière, nommée Déborah, à Montfort, m'a demandé de mettre en scène un bungalow des années 1920, qui traînait sur le marché depuis 90 jours. J'ai traversé les pièces, et j'ai vu ce qu'elles pouvaient devenir. J'ai déplacé les meubles, modifié les angles d'éclairage, apporté 2 plantes empruntées, et un chemin de table en lin. Déborah est revenue pour les photos. Elle s'est arrêtée sur le seuil du salon. « Vous voyez l'espace différemment ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas un compliment énorme. Ce n'était pas encore une carrière. Mais c'était la première fois, en 6 mois, que quelqu'un regardait mon travail, et n'y voyait pas une déception. J'ai rencontré Nathan Cole un mardi de mars, dans une cuisine à moitié éventrée, à Montfort. Déborah m'avait recommandé à un propriétaire, qui souhaitait repenser entièrement l'intérieur d'une maison d'artisan de 1910. Et quand je suis arrivé, avec mon classeur et mon mètre ruban pas celui de grand-mère, un ruban bon marché de la quincaillerie, il y avait déjà un homme debout dans l'ossature, en train d'étudier les solives. Nathan était un entrepreneur général, spécialisé dans les maisons historiques. Des épaules larges, des bottes tachetées de peinture, et un niveau accroché à sa ceinture, de la même façon que d'autres portent leur téléphone. Il restaurait des maisons dans l'ouest de la Caroline du Nord, depuis 11 ans. Il a regardé mes croquis préliminaires. Il s'est arrêté sur celui où j'avais dévié le mur du garde-manger, pour sauver le vaisselier encastré d'origine. C'est un mur porteur, a-t-il fait remarquer. J'ai pointé du doigt le transfert de poutres que j'avais dessiné. Il l'a examiné un long moment. Vous avez dessiné une solution structurelle, à l'intérieur d'un croquis de design, a-t-il dit. La plupart des designers se contentent de dessiner la jolie version, et me laissent me débrouiller avec le reste. Ce fut le commencement. Nathan ne m'a pas offert d'argent. Il ne m'a pas sauvé. Il a offert quelque chose de plus pratique, un partenariat.
Il m'a dit que si je pouvais concevoir des restaurations respectant l'ossature originale d'une maison, il pourrait les construire. À parts égales, 50-50. Des livres de comptes transparents, des rôles bien séparés. J'ai hésité. Non pas parce que l'accord était mauvais. Mais parce que, depuis un an, je prouvais que je pouvais tout faire seul. Et dire oui à un partenaire, donnait l'impression d'admettre le contraire. Le perfectionnisme, la surresponsabilité. Cette habitude de tout porter soi-même, parce que la dernière fois que l'on a fait confiance à un groupe, on a été évincé de la famille. J'ai dit oui, malgré tout. Vous concevez comme il faut, je construis comme il faut. Nous nous sommes serrés la main, dans une cuisine sans plancher. Nous avons appelé l'entreprise Larkspur Design plus Build. L'idée venait de Nathan. Les pieds d'alouette, Larkspur, poussent à l'état sauvage dans les montagnes de la Caroline. Et il disait qu'elles semblaient délicates, mais qu'elles avaient des systèmes racinaires capables de fissurer le béton. J'aimais bien ça. Notre premier vrai projet fut un bungalow de 1924, à West Asheville. Dans la même rue où je louais ma chambre, au-dessus du magasin d'encadrement. La propriétaire, une professeure d'anglais à la retraite nommée Doris, voulait que la maison retrouve son aspect d'origine, tel qu'il était lorsque ses parents l'avaient acheté. Les profils de moulure d'origine, la quincaillerie d'époque, et un escalier en pin sylvestre, qui avait été recouvert de moquettes dans les années 70. Le jour où nous avons arraché la moquette, et découvert le bois en dessous. Un grain serré, couleur ambre, foncé. Pas une seule planche n'était pourrie. Je me suis tenu en bas, j'ai posé ma main sur la rampe, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. C'était la même essence de bois, la même époque, la même texture fraisée à la main, que l'escalier de la maison de grand-mère Ruth, sur Putnam Street. Je n'avais pas pensé à cet escalier depuis des mois. Je m'y étais obligé. Mais, debout dans la maison de Doris, un pied de biche dans une main et de la sueur sur mon jean, j'ai compris une chose que je n'avais pas encore été prête à formuler. Je continuais à choisir de vieilles maisons, parce que j'essayais de sauver celle que j'avais perdue. Pas le domaine, pas l'argent. L'escalier, le bois qui se souvient des pas. Les lignes originales, que ma grand-mère avait passé des années à restaurer, parce qu'elle croyait qu'une maison devait ressembler à ce qu'elle était, et non à ce que quelqu'un la forçait à devenir. Le bungalow de Doris a pris 4 mois. Nous avons terminé avec 800 € en dessous du budget. Elle a pleuré en voyant l'escalier. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une photo, et je l'ai épinglée au-dessus de mon bureau. Ma cousine Megan m'a envoyé un SMS un samedi, pendant que je ponçais des portes de placard. Elle était le seul membre de la famille qui me parlait encore. Et même elle, gardait cela secret. Des textes courts, pas d'appel. Rien qui ne puisse apparaître, si Lorraine vérifiait son téléphone. Lorraine a acheté une Range Rover, a écrit Megan. Elle refait la cuisine de grand-mère. Du marbre blanc, partout. Ta mère est ravie. J'ai posé le téléphone, l'ai repris, puis posé à nouveau. Je n'ai pas répondu pendant 3 heures. Quand je l'ai fait, j'ai tapé « Comment va la maison ?» Megan a envoyé une photo. Le papier peint de la salle à manger, imprimé à la main, une reproduction des années 1920 que grand-mère Ruth avait déniché dans une usine du Vermont, avait été arrachée. Remplacée par un mur d'accentuation gris. J'ai fermé la photo. Il y avait un deuxième message. Le genre que Megan envoyait quand elle chuchotait, même par SMS. Les gens parlent encore de toi comme si tu étais tombé d'une falaise. Lorraine a dit à tante Jeannette que tu devais 10 000 € à une société de cartes de crédit. Je sais que ce n'est pas vrai, mais personne ne me pose la question. 10 000 €? Je n'avais jamais traîné un solde supérieur à 4 cents. Je vivais de riz, de frais de mise en scène, et de partage à 50-50 avec un entrepreneur que je connaissais depuis des mois. Mais à Marietta, la version que Lorraine avait construite se promenait toujours en portant mon nom, devant des dettes que je n'avais jamais contractées, échouant d'une façon dont je n'avais jamais échoué. J'ai rangé le téléphone dans un tiroir. Je suis retourné aux portes de placard. C'est comme ça que je gérais les choses. Je ponçais quelque chose, jusqu'à ce que la surface soit lisse, et que le grain d'origine apparaisse. Si cela ressemble à une métaphore, ce n'en était pas une. On était mercredi, et les placards devaient être livrés vendredi. Si cette histoire vous semble familière. Si quelqu'un de votre famille vous a rabaissé, pour avoir choisi votre propre chemin,
restez avec moi. Le moment où tout bascule arrive. Laissez un commentaire, avec un rêve qu'on vous a dit d'abandonner, et abonnez-vous, pour que la prochaine histoire vous trouve. 3 semaines plus tard, Megan m'a envoyé autre chose. Pas un texte, cette fois. Une capture d'écran. Une conversation de groupe familial sur e-message, qui était active depuis plus d'1 an. Lorraine, ma mère, tante Jeannette, 2 cousins, et la femme de Gérald Bishop, Martha. Je n'y étais pas. Je n'y avais jamais été. Les messages remontaient à plusieurs mois. Novembre, Lorraine, je prends juste des nouvelles. Quelqu'un a entendu parler de Théa? Je m'inquiète pour elle. Ma mère, elle n'a pas appelé. C'est probablement pour le mieux. Décembre, Lorraine, une de ses amies m'a dit qu'elle se noyait sous les dettes. Je ne veux pas faire de commérage, mais je pense que nous devrions être préparés, si elle demande de l'argent. La réponse de ma mère fut un emoji cœur. Janvier, Lorraine à nouveau, ça me brise le cœur de dire ça, mais Théa a toujours été embarrassante. Vous vous souvenez quand elle a dit à grand-mère qu'elle voulait être designer, et que grand-mère est restée silencieuse. Ma mère, Ruth n'a jamais rien dit, parce qu'elle ne voulait pas blesser les sentiments de Théa. Elle savait que c'était un mensonge. Grand-mère Ruth était la seule personne à m'avoir dit que j'avais un don. C'est elle qui me laissait mesurer les tissus à sa table de couture. C'est elle qui m'avait dit, tu vois ce que les autres regardent sans voir. Février, Lorraine au groupe, je pense que retirer Théa du testament est la chose la plus gentille à faire. Elle va juste tout gaspiller. Martha Bishop, 1 pouce en l'air. Tante Jeannette, triste, mais probablement vrai. Ma mère approuvait. J'ai lu tout le fil de discussion, assise sur le sol de mon atelier, avec de la sueur dans les cheveux. L'étiquette de la déception n'avait pas poussé toute seule. Elle avait été plantée, arrosée, engraissée, dans une conversation de groupe que je n'étais jamais censé voir. Mes parents n'ont pas renié une fille. Ils ont renié un épouvantail, que ma sœur avait fabriqué dans une discussion par SMS. Et jamais, pas une seule fois, ils ne m'ont demandé si quoi que ce soit était vrai. Ce soir-là, je me suis assise par terre, la boîte en cèdre sur les genoux. Pendant 5 mois, je l'avais transportée de l'Ohio à la Caroline du Nord. Du rebord de la fenêtre à la table de nuit, jusqu'à l'étagère au-dessus de ma table à dessin. Et jamais, pas une seule fois, je n'en avais soulevé le loquet. Le laiton était terni, maintenant. L'odeur de cèdre s'était estompée, pour devenir quelque chose qu'il fallait chercher, en collant son nez contre le bois. J'ai fait glisser le loquet. À l'intérieur, niché dans un morceau de flanelle blanche, se trouvaient 3 choses. La première était le mètre ruban en laiton de grand-mère Ruth. Celui qu'elle utilisait à sa table de couture. Celui qu'elle avait utilisé, lorsqu'elle avait mesuré les encadrements de fenêtres originaux de la maison sur Putnam Street, avant de les restaurer. Je l'ai pris. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. D'une couleur chaude, avec de minuscules chiffres gravés, qui avaient été usés jusqu'à devenir lisses sur les marques du pouce et du pied. La deuxième chose était un ensemble plié de dessins architecturaux. Dessinés à la main sur du papier pelure, daté de 1983. Il montrait le plan de restauration complet, pour la maison de Putnam Street. Les plans d'étage, les détails d'élévation, les notes au crayon sur l'escalier en pin sylvestre, la charpente de la fenêtre en saillie, la corniche en plâtre d'origine. L'écriture de grand-mère Ruth. Petite et assurée. Et la troisième chose, était une lettre. Une page, encre bleue, écrite sur du papier à en-tête du magasin de meubles. Chère Théa, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est qu'ils ont déjà décidé que tu étais la personne difficile. J'ai reposé le mètre ruban. J'ai déplié la lettre, sur le sol d'un studio à Asheville, en Caroline du Nord. Et j'ai lu le reste, à la lumière d'une lampe de bureau que j'avais achetée 9 €, dans une friperie. La femme qui m'avait élevé pour que je voie ce que les autres regardent sans voir, avait vu le coup venir. Elle m'avait préparé une boîte, comme on prépare un canot de sauvetage. Et elle l'avait scellée avec du cèdre, pour tenir les mythes à l'écart. La lettre de grand-mère Ruth n'était pas longue. Elle ne gaspillait pas ses mots. Elle a écrit qu'elle avait vu ma mère favoriser Lorraine, pendant des années. Qu'elle en avait parlé à mon père, une fois. Il lui avait répondu de ne pas s'en mêler. Elle a écrit qu'elle savait que Lorraine parlait de moi dans mon dos. Qu'elle lui avait dit d'arrêter. Et que Lorraine avait souri,
et changer de sujet, de la manière dont font les gens qui n'ont aucune intention d'écouter. Elle a écrit qu'elle me laissait le maître ruban et les plans, plutôt que de l'argent, parce que l'argent se dépense, mais les outils durent. Et parce que la maison sur Putnam Street était la seule chose qu'elle ait jamais vraiment construite, et qu'elle voulait que la seule personne de la famille, qui comprenait ce que bâtir voulait dire, en possède les plans. Elle a écrit, ils t'appelleront une déception. C'est le mot que la famille utilise, pour désigner quelqu'un qui refuse de s'écraser. Et tout en bas, avec une écriture plus petite, comme si elle l'avait ajouté plus tard, cette maison est la seule chose que j'ai jamais vraiment construite. Ne la laisse pas devenir celle d'un étranger. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai épinglé les plans au-dessus de mon bureau, à côté de la photo de l'escalier de Doris. Et j'ai gardé le maître ruban en laiton de grand-mère, dans mon sac de dessin, à partir de ce jour-là. Je l'ai utilisé sur chaque projet. Non pas parce qu'il était plus précis qu'un appareil moderne, mais parce qu'à chaque fois que je le sortais, je mesurais avec ses mains. La boîte en cèdre est restée sur mon étagère, désormais ouverte. La flanelle soigneusement pliée à l'intérieur. Elle sentait comme sa commode. L'huile de citron, le vieux bois, et quelque chose de plus chaleureux en dessous, que je ne pouvais toujours pas nommer. Elle sentait comme l'escalier de Putnam Street. Je ne savais pas encore que je reverrais cet escalier. Mais les plans étaient sur mon mur, le maître ruban était dans mon sac, et la lettre était dans la poche sur ma poitrine. Je portais déjà toute la maison avec moi. Au cours des 18 mois suivants, Larkspur a grandi, de la manière dont vieillissent les vieilles maisons, lentement, une bonne décision à la fois. Le bungalow de Montfort a conduit à une ferme à Black Mountain. La ferme a conduit à une recommandation d'une société de préservation, pour une maison de style Queen Anne de 1905, à Andersonville. Nathan et moi avons embauché notre premier employé, un charpentier finlandais, nommé Ray, qui pouvait assortir à l'œil nu des profils de boiserie vieux d'un siècle. Puis un chef de projet, puis un comptable à temps partiel. Nous n'étions pas riches. Nous étions débordés. Ce qui, dans le monde de la conception-construction, est bien mieux. Car cela signifie que quelqu'un vous confie sa maison, et en parle ensuite à un ami. Je mesurais chaque nouveau projet, avec le maître ruban en laiton de grand-mère Ruth. C'est devenu une habitude, puis un rituel. Je marchais dans les pièces vides avant le début des démolitions, le maître à la main, et je prenais les mesures moi-même. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à un laser. Mais parce que mesurer à la main m'obligeait à toucher les murs, à sentir le plâtre, à remarquer où le sol s'affaissait, et où les boiseries avaient été remplacées. Je mesurais 2 fois. De la façon dont elle ne l'avait enseigné à personne d'autre qu'à moi. C'est ce que j'ai répondu à Nathan, quand il m'a demandé pourquoi j'utilisais un maître ruban des années 1970. Il a arrêté de demander, après le 3e projet. Au 22e mois, un magazine régional de design, Southern Shelter, nous a contactés pour un reportage. Ils avaient vu notre portfolio de restauration en ligne, et voulaient photographier la maison Queen Anne de Andersonville. J'ai dit oui, parce que l'exposition était bonne pour les affaires. J'ai dit oui, parce que les recommandations sont une monnaie d'échange. Et j'ai dit oui, parce qu'une petite part silencieuse de moi-même, voulait que cet article existe, dans le monde où mon nom était encore associé à l'échec. Je ne l'ai partagé avec personne dans l'Ohio, mais je savais que l'Internet se moque des frontières d'État. Le reportage de Southern Shelter est paru dans leur numéro de printemps. 4 pages. Des photographies du salon restauré de la Queen Anne. Une citation de moi, mise en exergue, sur « la préservation des ossatures qui compte ». Il y avait une photo de moi en page 2, debout sur une véranda que nous avions reconstruite pour qu'elle corresponde à l'original de 1905, tenant un jeu de plans architecturaux. Megan l'a vu la première. Elle m'a envoyé une capture d'écran, sans un mot. Juste 3 points d'exclamation. 2 jours plus tard, elle a de nouveau envoyé un SMS, « Ta mère l'a vu. » Quelqu'un à l'église le lui a montré. J'ai attendu. Pas d'appel. Pas de message de Diane. Pas de message de Roger. Pas de mail de Lorraine. Juste un long et lourd silence depuis l'Ohio, que je pouvais ressentir à travers le téléphone. Megan a comblé les vides, comme elle le faisait toujours. Doucement, prudemment, comme si elle faisait un rapport depuis les lignes ennemies. Ta mère a dit que les magazines de décoration ne sont pas un gage de stabilité. Les mots de Diane. Toujours le même manuel de stratégie. Un article de 4 pages, dans une publication de design respectée,
et ma mère le réduisait à un simple hobby. Je n'étais pas surprise. Je n'étais même plus en colère. J'étais fatigué. De la même façon que l'on se fatigue d'une chanson, qui tourne en boucle dans un magasin que l'on ne peut pas quitter. Mais il y avait autre chose que Meghan a mentionné, presque comme une réflexion après coup. Je crois qu'il se passe quelque chose avec la maison. Lauren agit bizarrement avec l'argent. Ton père a l'air stressé. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'ai pas appelé. Je n'ai envoyé l'article à personne à Marietta, ni écrit de lettre à mes parents, ni posté quoi que ce soit en ligne, avec une légende expliquant que je leur avais donné tort. Là n'était pas la question. L'important, c'était la véranda, le salon, le mettre ruban en laiton dans ma main. L'important, c'était que je me tenais dans une maison que j'avais sauvée. Et quelque part dans l'Ohio, la maison que ma grand-mère avait sauvée, commençait à pourrir de l'intérieur. Je ne le savais juste pas encore. Voici ce qui se passait à Marietta. Pendant que je reconstruisais des escaliers dans les Blue Ridge, Lauren a fermé le magasin de meubles. Elle a déclaré que le marché avait changé, que les gens achetaient désormais en ligne, et que le trafic piétonnier ne justifiait plus les frais fixes. Mon père, qui avait géré ce magasin pendant 30 ans, n'a pas discuté. Il a signé les papiers de fermeture de la manière dont il signait tout, en silence. Parce que Diane disait que c'était très bien, et que Lauren disait que c'était nécessaire. Le bâtiment du magasin s'est vendu pour un montant inférieur à son estimation. Lauren a investi l'argent dans une entreprise de planification d'événements haut de gamme, qu'elle a lancée sur Instagram, avec des vidéos de tours de champagne et de guirlandes lumineuses. Ça a duré 8 mois. Puis, elle a contracté un prêt sur la valeur domiciliaire, gagé sur la maison de Putnam Street. Celle-là même que grand-mère Ruth avait restaurée. Celle qui appartenait à la famille depuis des décennies. Celle qui était censée être le fondement d'un héritage de 4 millions d'euros. Elle a emprunté 380 000 euros. Mon père a co-signé, parce que Lauren lui avait assuré que c'était temporaire. Un prêt relais pour couvrir les pertes de l'entreprise, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel investisseur. L'investisseur n'est jamais arrivé. Lauren a cessé de payer les mensualités, au bout de 4 mois. La banque a envoyé des avis de relance. Mon père les a trouvés dans une pile de courrier, que Lauren avait caché dans le placard de l'entrée. 380 000 euros de dette, sur une maison qui en valait peut-être 900 000 en bon état. Et son état n'était plus bon du tout. La maison de Putnam Street, l'escalier en pin sylvestre, les fenêtres en saillie, la véranda enveloppante qui craquait comme une berceuse, se dirigeaient tout droit vers la saisie immobilière. Et mes parents, qui vivaient toujours dans le pavillon d'amis sur la même propriété, étaient sur le point de perdre la seule adresse qu'ils aient jamais connue. Pendant ce temps, à Asheville, Larkspur accomplissait une chose que je n'avais pas prévue. Elle se faisait un nom. Pas célèbre, ni viral. Connu, de la façon dont un bon cabinet se fait connaître. En terminant des projets dans les délais et sous le budget, et en répondant au téléphone, quand des clients appellent un samedi. Nous avions achevé 12 restaurations en 2 ans et demi. Nathan gérait les constructions. Moi, je m'occupais de la conception, des relations clients et du développement commercial. Ce qui est une façon élégante de dire que je me rendais à beaucoup de réunions autour d'un café, et que je serrais beaucoup de mains. Nous avions une équipe de 6 personnes. Un vrai bureau, un atelier d'entrepôt reconverti, près de Riverside Drive, avec une salle de dessin et une bibliothèque de matériaux que j'avais bâti étagère par étagère. Nous avions fait l'objet de 2 autres reportages. L'un dans un bulletin d'information de l'Alliance pour la préservation, et l'autre dans un petit segment d'une émission de la télévision publique régionale, consacrée à l'architecture des Appalaches. Un groupe d'investisseurs de Charlotte nous a approchés, pour un partenariat sur une rénovation historique à plus grande échelle. Une ancienne usine textile du Piémont, à convertir en loft à usage mixte. Nous avons dit oui. Ce seul projet valait plus que tout ce que nous avions fait lors de la première année. J'ai commencé à recevoir des appels de l'extérieur de l'État. Un promoteur à Savannah, un propriétaire à Charlottesville, un trust historique à Lexington, dans le Kentucky, demandant si nous faisions de la consultation. Nous n'étions plus une petite start-up confidentielle. Nous étions une entreprise avec des revenus, des clients, et une réputation construite, une véranda restaurée à la fois. Nous ne faisons pas de spéculation immobilière, avais-je déclaré à un journaliste du Charlotte Observer, qui rédigeait un petit article sur le projet de l'usine. Nous les ramenons à la vie.
Cette citation a été publiée sous une photo de Nathan et moi, debout dans la charpente en bois d'origine de l'usine. J'en ai gardé un exemplaire dans le tiroir de mon bureau. Non pas pour le montrer à qui que ce soit, mais juste pour savoir qu'il était là. Megan m'a appelé un jeudi de septembre. Pas un SMS. Un appel. Ça voulait dire que c'était grave. La maison va être mise en vente, a-t-elle annoncé. Lorraine ne peut pas rembourser le prêt. Ton père a essayé de refinancer, mais la banque a refusé. Il y a un promoteur de Columbus qui veut acheter le terrain, démolir la maison, et construire un ensemble de maisons de ville. J'étais debout à ma table de dessin. Les plans de grand-mère Ruth étaient épinglés au mur, juste devant moi. Le dessin d'élévation de la façade avant, les notes au crayon sur l'escalier, les dimensions de la fenêtre en saillie, écrit de sa petite écriture assurée. Dans quel état est la maison, ai-je demandé. Megan m'a envoyé des photos, pendant que nous étions encore au téléphone. Je les ai ouvertes une par une. La véranda avant présentait un affaissement visible sur le côté. Des dégâts des eaux, probablement dus à une gouttière que Lorraine n'avait jamais réparée. 2 des fenêtres en saillie portaient des pièces de contreplaqué, là où le verre d'origine s'était fissuré. Les clichés de l'intérieur étaient pires. L'escalier en pin sylvestre, ce bois qui se souvient des pas, portait des taches d'eau coulant le long de la rampe, causées par une fuite dans la salle de bain de l'étage. Les marches étaient gondolées. Le poteau de départ d'origine, que grand-mère Ruth avait refinissé à la main en 1984, était fendu, de la base jusqu'au premier balustre. La maison se mourait. Pas vite, pas de manière spectaculaire, comme les maisons s'effondrent dans les films. Lentement, comme elles tombent dans la vraie vie. Une réparation repoussée à la fois, une fuite ignorée, un propriétaire qui considérait une maison comme un simple actif financier, au lieu d'une responsabilité. J'ai regardé les plans sur mon mur. J'ai regardé les photos sur mon téléphone. Et j'ai entendu la voix de grand-mère dans la lettre. Petit éclair. Cette maison est la seule chose que j'ai jamais vraiment construite. Ne la laisse pas devenir celle d'un étranger. Le promoteur de Columbus était un étranger. Mais pas moi. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Lorraine. J'ai appelé Nathan. Et ensuite, j'ai appelé notre avocate. La conversation fut brève. Larkspur disposait des liquidités, et des relations avec les investisseurs, nécessaires pour faire une offre compétitive sur la propriété de Putnam Street. Nous pouvions l'acquérir, la restaurer selon les plans originaux de grand-mère Ruth, et l'utiliser comme projet phare pour la première restauration de Larkspur hors de l'État. Une pièce de portfolio, qui ancrerait notre expansion dans le marché de la vallée de la rivière Ohio. L'argument commercial était limpide. L'argument personnel, en revanche, était plus complexe. Nathan m'a demandé, à un moment donné au téléphone, s'il s'agissait de vengeance. Je lui ai dit non. Il m'a demandé s'il s'agissait de prouver quelque chose. Je lui ai encore répondu non. Alors, de quoi s'agit-il, a-t-il insisté. J'ai regardé les plans sur mon mur. Il y a une maison qui vaut la peine d'être sauvée, ai-je dit. Et je suis la seule personne restante, qui sait à quoi elle est censée ressembler. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis, tu la conçois comme il faut, je la construis comme il faut. Notre avocate a rédigé l'offre, sous le nom de l'entreprise, Larkspur Design plus Build LLC. Aucune mention de Thea Anders. Aucun contact personnel avec les vendeurs. Juste une offre propre, adossée à des liquidités, soumise par les canaux standards, mais avec une condition. L'acheteur préserverait le caractère historique de la propriété, conformément aux plans architecturaux originaux. Le côté vendeur, qui à ce moment-là était représenté par mon père, car Lorraine s'était figée d'effroi, ne saurait pas qui était derrière l'offre, avant l'inspection finale. Je n'achetais pas mon retour dans la famille. Je n'achetais pas un moyen de pression. Je n'achetais pas le droit de me tenir dans la salle à manger de ma mère, et de dire « je vous l'avais bien dit ». J'achetais une maison qui valait la peine d'être sauvée. Et si cela mettait ma famille mal à l'aise, c'était un problème qu'ils s'étaient eux-mêmes créé. Si vous avez déjà vu quelqu'un recevoir tout ce que vous aviez mérité, vous connaissez ce genre de colère sourde que je décris. Je n'ai pas agi sous son emprise, comme on pourrait le croire. Continuez d'écouter. L'appel téléphonique qui a tout changé arrive. Et si vous pensez que la valeur d'une personne n'est pas décidée par sa famille, abonnez-vous et restez avec moi. L'appel téléphonique a eu lieu un mardi,
à 14h15. Je le sais, parce que j'étais assise en face de notre avocate, Sarah, dans son bureau sur Patton Avenue, lorsqu'elle a composé le numéro de Monsieur Kimble à Marietta. Elle avait rédigé la lettre d'offre. J'en avais approuvé les termes. Il ne restait plus que l'appel. J'ai écouté sa part de la conversation. Professionnelle, mesurée. De la façon dont parlent les avocats, quand de l'argent est sur la table. Elle a dit à Monsieur Kimble que l'Archspur Design plus Build, basé à Asheville, soumettait une offre d'acquisition au comptant, pour la propriété de Putnam Street. Elle a décrit le prix, le calendrier, les conditions d'inspection. Et puis, elle a prononcé la partie la plus importante. L'offre de ma cliente comprend une clause contraignante de préservation historique. La structure originale doit rester intacte. Plus précisément, l'escalier, les fenêtres en saillie et la façade avant. Monsieur Kimble, selon Sarah, est resté silencieux un long moment. Puis, il a demandé pourquoi une entreprise de Caroline du Nord se soucierait d'un escalier dans l'Ohio. Sarah a répondu, ma cliente a ses raisons. Le promoteur de Columbus avait offert plus, mais avec une clause de démolition. Notre offre était inférieure de 40 000 € et s'accompagnait d'une insistance à sauver la maison, qui a dû sembler bien étrange à tous ceux à l'autre bout du fil. Lorraine, qui à ce stade fonctionnait à peine, son mari ayant fait chambre à part, son compte Instagram étant devenu inactif, et sa société d'événementiel ayant été dissoute, a signé l'acceptation sans lire les détails. Mon père a signé, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. La banque voulait que le prêt soit résolu, et l'offre de l'Archspur était la seule qui n'impliquait pas une boule de démolition. La vérification diligente a duré 3 semaines. Notre avocate a envoyé les demandes d'inspection habituelles. La recherche de titres s'est révélée vierge, à l'exception du privilège de Lorraine. Et la date de clôture a été fixée à la fin du mois d'octobre. Presque exactement 3 ans après la réunion de famille, où j'avais été rayé du testament. Il ne restait qu'une seule condition. Le dirigeant de la société acheteuse assisterait en personne, à l'inspection finale. Qui est ce dirigeant, a demandé mon père à l'agent immobilier. Elle sera là jeudi, a répondu l'agent. Je n'étais pas là pour voir ce qui s'est passé ensuite dans l'Ohio. Mais Megan me l'a raconté plus tard, par bribes, de la manière dont elle annonçait toujours les mauvaises nouvelles, avec douceur, comme si elle me remettait un objet fragile. Lorraine s'est disputée avec mon père, la veille de l'inspection. Elle avait enfin fait le calcul de ce que la vente couvrirait, une fois déduit le prêt, les arriérés d'impôts, la commission de l'agent immobilier et les frais de justice. Le résultat était presque nul. L'héritage de 4 millions € que mes parents lui avaient cédé 3 ans plus tôt, avait été réduit en poussière. Une montagne de dettes, et une maison négligée jusqu'à la ruine. Elle a appelé ma mère. Elle a blâmé l'économie, l'entrepreneur qui avait fait du mauvais travail dans la cuisine, la banque qui n'avait pas approuvé un deuxième refinancement. Elle a blâmé mon père pour avoir co-signé. Elle a blâmé grand-mère Ruth, pour avoir laissé une maison trop vieille pour être entretenue. Elle ne s'est pas blâmée elle-même. Ma mère, pour la première fois dont Megan se souvienne, ne l'a pas réconfortée. Diane est restée assise dans le pavillon d'amis. Elle a fixé le mur et a dit, ça n'était pas censé m'arriver à moi. Pas à Lorraine. Pas à la famille. À moi. Voilà qui était ma mère. Même avec la maison qui s'effondrait, l'argent disparu, et sa fille préférée se noyant dans des dettes qu'elle avait elle-même contractées, la première pensée de Diane fut pour sa propre histoire. La vie respectable qu'elle avait construite, le nom qu'elle avait protégé, l'image qu'elle avait entretenue pendant 30 ans, dans une ville qui allait maintenant la voir perdre son adresse. Mon père a dormi dans sa voiture, cette nuit-là. Megan l'a su, parce qu'elle est passée devant le pavillon, et a vu son camion dans l'allée, le siège incliné, le moteur tournant pour avoir du chauffage. Elle n'a pas frappé. Elle a dit qu'il avait l'air d'un homme à court de pièces où se cacher. J'ai quitté Asheville à 5 heures du matin, un jeudi. 7 heures vers le nord, même autoroute, direction opposée. 3 ans plus tôt, j'avais conduit sur cette route avec 3200 € et une boîte en cèdre scellée. À présent, je la parcourais avec une entreprise derrière moi, un plan de restauration dans mon sac, et le maître ruban en laiton de grand-mère Ruth dans la poche de ma veste. Le maître me semblait différent, cette fois. Plus lourd, d'une certaine manière. J'avais mesuré une centaine de maisons avec. Des bungalows, des corps de ferme, des styles Queen Anne, une usine textile, un cottage d'artisans converti en librairie.
À chaque fois que je le sortais, les chiffres gravés me disaient la même chose, voici l'espace dont tu disposes, et voici ce que tu peux en faire. Je n'avais jamais mesuré la maison de Putnam Street en tant qu'adulte. J'y avais marché en tant qu'enfant, couru dans les escaliers, pressé mon visage contre la fenêtre en saillie pour regarder la neige. Mais je ne m'étais jamais tenu dans ces pièces avec un mètre à la main, pour les voir de la même façon que grand-mère Ruth les voyait, comme des dimensions et des possibilités, comme des ossatures et de la lumière. Cela était sur le point de changer. Je suis arrivé à Marietta à midi. La ville paraissait identique. Les feuilles changeaient de couleur. La rivière était basse. Je me suis garé sur Front Street, et je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes, regardant le vide, respirant. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à Putnam Street. La voiture des Bishop était dans leur allée. Gérald et Martha. Les voisins qui avaient colporté les ragots de Lorraine, qui avaient dit à mes parents que j'avais demandé un prêt, que je n'avais jamais demandé. Il assistait à l'inspection. L'agent immobilier les avait invités par courtoisie, car ils partageaient une limite de propriété. Ils se tiendraient dans la maison quand j'entrerais. J'ai vérifié la poche de ma veste. Le maître y était. Je suis sorti de la voiture. La véranda avant s'affaissait bien plus en vrai, que sur les photos. Le côté était descendu de près de 5 cm. Je pouvais le voir à la ligne du toit, sans même avoir besoin de mesurer. La peinture s'écaillait par plaques. L'une des colonnes de la véranda présentait une fissure verticale. Quelqu'un avait essayé de la combler avec du mastic, qui avait jauni et s'était détaché du bois. J'ai monté les marches. Les planches ont gémi. À l'intérieur, la maison sentait différemment. Pas l'huile de citron et la chaleur. De la moisissure, de la poussière. Le fantôme de ce papier peint imprimé à la main, que grand-mère Ruth avait déniché dans le Vermont, désormais remplacé par une peinture grise et plate, qui cloquait déjà près de la plainte. L'agente immobilière m'a accueilli dans le hall. Une femme nommée Catherine, qui m'a serré la main, et m'a conduite vers la cuisine. Dans la cuisine, se tenant autour de l'îlot central que Lorraine avait fait installer par-dessus le parquet d'origine, se trouvaient Gérald et Martha Bishop, l'avocat de la succession familiale, Monsieur Kimble, mon père, et l'assistante de l'agente immobilière. Mon père paraissait vieilli. 3 années avaient altéré la peau autour de ses yeux, la façon dont il tenait ses épaules, sa posture. Il ne se tenait pas à la fenêtre, cette fois. Mais près de la porte, comme s'il était prêt à quitter une pièce, où il n'était pas certain d'avoir sa place. Il s'attendait à voir arriver un étranger. Il s'attendait à ce que le dirigeant d'une firme hors de l'État, dont il n'avait jamais entendu parler, entre avec un casque de chantier et un porte-bloc. Catherine s'est tournée vers le groupe. Tout le monde, je vous présente la dirigeante et designer en chef de Larkspur Design plus Build. Je me suis avancé. Mon père m'a regardé. La reconnaissance n'a pas été instantanée. Elle est venue par strates. Le visage, puis le nom, puis le contexte, puis la signification de tout cela. Monsieur Anders, ai-je dit. Je suis la dirigeante. Le silence s'est abattu sur la cuisine. Pas ce silence poli, où les gens attendent que quelqu'un parle. Ce genre de silence où l'air quitte la pièce, et où personne ne bouge, parce que bouger signifierait que tout cela est réel. Gérald Bishop a posé sa tasse de café. Martha Bishop a regardé son mari. Monsieur Kimble a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a ouverte à nouveau. Mon père me fixait. Ses lèvres ont remué, avant qu'aucun son ne sorte. Et quand le son est finalement venu, ce fut pour répéter 2 mots. C'est impossible. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai posé un dossier sur l'îlot de la cuisine. Ce même îlot que Lorraine avait installé sur le sol d'origine des années 1920. Le dossier contenait le portfolio de l'entreprise. 12 restaurations achevées dans 4 États, 2 prix régionaux de préservation, un article dans Southern Shelter, un partenariat avec un groupe d'investisseurs de Charlotte sur une conversion d'usine de plusieurs millions d'euros. Les chiffres d'affaires, la liste des clients, les membres de l'équipe. Catherine, l'agente immobilière, avait vu tout cela lors de la vérification diligente. Elle avait vérifié les données financières de l'entreprise, avant l'acceptation de l'offre. Mais mon père n'avait rien vu de tout cela. Il n'avait rien demandé. Il avait signé l'acceptation, parce que la banque disait de vendre, que Lorraine disait oui, et que Diane disait que c'était pour le mieux.
Il a pris le portfolio à deux mains. De la façon dont on saisit quelque chose qui pourrait ne pas être réel. Il a tourné les pages lentement. Il a vu les photographies, les salons restaurés, les vérandas reconstruites, les escaliers ramenés à leur grain d'origine. Il a vu mon nom, sur chaque page de projet. Il a vu la citation en exergue du Charlotte Observé, « Nous ne faisons pas de spéculation immobilière. Nous les ramenons à la vie. » Ses mains tremblaient. Pas beaucoup, juste assez pour faire frémir les pages. Il m'a regardé de nouveau, et a répété la phrase. Plus doucement, cette fois, comme s'il se parlait à lui-même. C'est impossible. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, et j'en ai sorti le maître ruban en laiton de grand-mère Ruth. Je l'ai posé sur le comptoir, à côté du dossier. Ces plans sont dans la voiture, ai-je dit. Je m'occupe de les terminer. Ma mère est arrivée avec 12 minutes de retard. Je le sais, parce que Catherine a noté l'heure sur le registre d'inspection. Diane a franchi la porte d'entrée, vêtue d'un gilet bleu marine et de ses lunettes de lecture. Elle s'est arrêtée sur le seuil de la cuisine, de la manière dont on s'arrête lorsqu'on s'est trompé de pièce à une soirée. Elle m'a regardé. Elle a regardé le dossier sur le comptoir. Elle a regardé mon père, qui tenait toujours une page du portfolio, et n'avait pas prononcé un mot depuis la dernière fois qu'il avait répété ces deux mots. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé. Mon père lui a répondu, ou du moins a essayé. Il a dit, Théa, et, l'entreprise, et, c'est elle l'acheteuse. Puis il s'est arrêté, car son vocabulaire ne contenait aucune phrase, pour décrire ce qui était en train de se passer. Le visage de Diane a traversé 3 phases, en l'espace d'environ 45 secondes. La première fut le choc. Sincère. Le genre qu'on ne peut pas feindre. La deuxième fut le calcul. J'ai vu ses yeux passer du dossier, à moi, au Bishop, à Monsieur Kimble. Évaluant qui savait quoi, et quelle image cela allait donner d'elle. La troisième fut les larmes. Théa, a-t-elle dit, sa voix se brisant sur la deuxième syllabe. Nous sommes toujours ta famille, après tout. Nous sommes toujours une famille. Je n'ai pas bougé. Elle s'est avancée vers moi. Nous avons fait des erreurs. Nous aurions dû t'écouter. Mais tu es là, maintenant. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on peut réparer tout ça. Je l'ai regardée. Elle pleurait, de la même façon qu'elle avait souri lors de la lecture du testament, avec précision. Chaque larme calculée pour un effet maximum. Chaque tremblement de lèvres destiné au public présent dans la pièce. Tu m'as appelé ta plus grande déception, ai-je déclaré. Mes mots étaient plats. Je n'ai pas haussé la voix. Ce n'était pas nécessaire. Les larmes de Diane se sont arrêtées. Le calcul est revenu, plus dur cette fois. C'était il y a 3 ans, a-t-elle dit. Les gens disent des choses sous le coup de l'émotion. Tu ne l'as pas juste dit. J'ai dit que tu l'avais planifié. Vous l'avez tous fait. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne suis pas la méchante de l'histoire, Théa. Je n'ai pas argumenté. Je n'en avais pas besoin. Chaque personne dans cette cuisine avait entendu les mots, et le dossier sur le comptoir se chargeait du reste. J'ai pris le maître ruban de grand-mère Ruth, et j'ai marché vers l'escalier. La cuisine était derrière moi. Ma mère était derrière moi. Les Bishop, Monsieur Kimble, Catherine, mon père. Tous derrière moi. Je pouvais sentir leur regard fixé sur moi. Mais je ne donnais pas une représentation théâtrale. Je travaillais. L'escalier en pin sylvestre était dans un état bien pire que sur les photos. La tache d'eau s'étirait de la 3e marche jusqu'à la 9e, assombrissant le grain du bois, tel un véritable hématome. La rampe vacillait quand je la touchais. La fissure du poteau de départ s'était élargie, depuis les photos de Mégane. On pouvait désormais y glisser un ongle. J'ai tiré le ruban de laiton de son étui, et j'ai mesuré la première marche, 29,8 cm. J'ai mesuré la contre-marche, 19 cm. J'ai noté les chiffres dans un petit carnet, que je gardais dans ma poche arrière. Exactement de la même manière que grand-mère Ruth notait ses chiffres sur les plans. Petit et assuré. J'ai mesuré la hauteur de la rampe, l'espacement des balustres, l'angle du virage au palier. J'ai glissé ma main le long de la rampe, là où le vernis s'était usé jusqu'au bois brut. Je pouvais sentir les décennies de paume qui l'avaient effleuré. Celle de ma grand-mère. Celle de mon père.
Les miennes, quand j'étais encore assez petite pour devoir lever le bras au lieu de le baisser. Gérald Bishop se tenait au pied de l'escalier. C'était l'homme qui avait raconté à mes parents que je lui avais demandé un prêt. Voici sa femme, Martha, qui avait répandu des rumeurs alarmantes sur mon compte, lors d'un déjeuner paroissial. Ils me regardaient arpenter, et mesurer une maison qu'ils avaient contribué à m'arracher, armés du maître de la femme qui l'avait bâtie. Je ne leur ai pas adressé la moindre parole. Ce n'était pas la peine. Le maître ruban parlait pour moi. Le carnet parlait pour moi. Le simple fait que je me tienne dans cette maison, en tant qu'acheteuse, et non en mendiante. Non pas en déception de la famille, ni en fille incapable de garder une plante en vie. Cela disait absolument tout ce que Lorraine avait passé 2 ans à essayer d'effacer. Un décalage de 2 centimètres sur le poteau de départ, ai-je lancé à Catherine, en le notant. Grand-mère l'aurait remarqué. Je suis retourné dans la cuisine. Ma mère se tenait debout, les bras croisés. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de plus dur. Mon père n'avait pas bougé d'un pouce. Lorraine n'était pas là. Elle était restée terrée dans le pavillon d'amis, et je n'avais pas demandé de ses nouvelles. Cette histoire n'avait plus rien à voir avec Lorraine. Monsieur Quimble, qui avait lu le testament m'effaçant de la famille 3 ans plus tôt, tenait maintenant le contrat de vente qui mettait mon nom sur l'acte de propriété. Je me suis adressé à la pièce entière, et à personne en particulier. La clôture de la vente se déroulera comme prévu. Larkspur restaurera la maison, selon les plans originaux de 1983. Les plans de grand-mère Ruth. Les travaux dureront environ 8 mois. Pendant cette période, le pavillon d'amis restera habitable. Je suis disposé à offrir à mes parents un bail de location pour ce pavillon, au prix du marché. 750 € par mois, pour une durée maximale d'1 an, le temps qu'ils trouvent une autre solution. Ce bail était une simple courtoisie professionnelle. Ce n'était en rien une réconciliation. Ce n'était pas une invitation. Ce n'était pas le point de départ d'une conversation sur ce qu'ils avaient fait, ni pourquoi ils l'avaient fait. Tu nous loues notre propre maison, s'est indignée ma mère. Ce n'est plus votre maison, ai-je rétorqué. Elle a cessé de l'être au moment où vous l'avez cédée. Et après aujourd'hui, c'est la mienne. Le visage de Diane est devenu écarlate. Espèce d'ingrate. Elle s'est interrompue. Non pas parce que les mots lui manquaient, mais parce que Gérald et Martha Bishop se tenaient à 1 mètre de là. L'histoire que Diane Anders racontait dans cette ville, reposait entièrement sur son image de femme raisonnable. Je sauve la maison, ai-je dit. Je ne sauve pas l'histoire que tu as racontée sur moi. Mon père a baissé les yeux vers le sol. Diane a regardé les Bishop. Les Bishop se sont regardés l'un l'autre. Monsieur Quimble a fermé son dossier. La pièce n'avait plus rien à ajouter. Nous avons signé les documents de clôture le lundi suivant, dans le bureau de Monsieur Quimble, sur la 2e rue. À 3 pâtés de maison du magasin de meubles qui n'existait plus. La transaction a été nette. Le titre de propriété a été transféré à Larkspur Design plus Build LLC. Le privilège a été remboursé. La banque a été payée. Lorraine, qui assistait par téléphone parce qu'elle était incapable d'affronter la pièce, n'a prononcé que 3 mots pendant tout l'appel, je comprends, et, oui. Mon père était assis en face de moi, et signait là où Monsieur Quimble pointait le doigt. Quand ce fut terminé, quand les clés furent dans ma main, l'acte enregistré, et que la maison de Putnam Street appartint à l'entreprise que j'avais bâtie avec des dîners de riz et un maître ruban en laiton, mon père m'a regardé une toute dernière fois. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas dit qu'il était fier. Il a répété ces 2 mêmes mots, à peine plus aucun murmure. Comme un homme jaugeant le poids d'un fardeau qu'il ne pouvait pas déposer. C'est impossible. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai glissé les clés dans ma poche, à côté du ruban. J'ai quitté le bureau, je me suis tenu sur la 2e rue, et j'ai levé les yeux vers le ciel de Marietta. Ce même ciel gris qu'au matin de mon départ. Puis, je suis allé à la maison. J'ai épinglé les plans originaux de grand-mère Ruth sur le mur de la cuisine. Le même mur où la peinture grise de Lorraine s'écaillait déjà. Et j'ai commencé à prendre des notes. Profondeur de la marche, hauteur de la contre-marche, espacement des balustres. L'escalier passerait en premier. La restauration a duré 7 mois. Nathan est monté depuis Asheville avec une équipe de 2 hommes, et nous avons fait appel à un charpentier finlandais de la région,
qui avait travaillé sur 3 autres demeures du quartier historique de Putnam Street. Nous avons remplacé les colonnes de la véranda. Nous avons revitré les fenêtres en saillie, avec du verre ondulé déniché dans un parc à ferraille de Zanesville. Nous avons décapé la peinture grise de Lorraine, et retapissé la salle à manger avec une reproduction du motif d'origine. Pas du Vermont cette fois, mais d'une usine de Pennsylvanie, qui correspondait à la couleur à une nuance près. Et l'escalier. Nous avons réparé chaque marche. Nous avons stabilisé le poteau de départ avec une tige d'acier dissimulée, et nous avons refinissé la rampe à la main. Exactement comme grand-mère Ruth l'avait fait, 40 ans auparavant. Le pin sylvestre s'est remis à briller. Le grain du bois est réapparu. Quand vous montiez les escaliers en posant la main sur la rampe, vous pouviez sentir la douceur de sang en 2 paumes. Les miennes, désormais, figuraient parmi elles. Mes parents ont quitté le pavillon d'amis au bout de 9 mois. 1 mois après la fin du bail, que j'avais prolongé sans commentaire. Ils ont acheté une petite maison de plein pied, de l'autre côté de la ville. Mon père m'a envoyé un chèque, pour ce mois de loyer supplémentaire. Je l'ai encaissé. Nous ne nous sommes pas parlé. Lorraine a vendu sa Range Rover. Elle a pris un emploi de comptable à Parkersburg. Son mari a demandé la séparation de corps. C'est Megan qui me l'a appris, et je n'ai demandé aucun détail. Les conséquences des actes de Lorraine n'appartenaient qu'à elle. Je ne les avais pas construites. Je ne m'en réjouissais pas. Je les laissais simplement être. Larkspur a fait de la maison de Putnam Street, notre projet phare dans l'Ohio. Les photos avant et après ont été publiées dans 2 revues. Nathan a dit que c'est le meilleur travail que nous ayons jamais réalisé. Je lui ai répondu que c'était la seule maison que j'ai jamais restaurée, qui connaissait déjà mon nom. Le maître ruban en laiton repose aujourd'hui dans une vitrine de mon atelier, à côté de la boîte en cèdre et des plans. Je ne l'utilise plus sur mes projets. Les chiffres sont bien trop effacés. Mais je le garde là où je peux le voir. Car il me rappelle une chose que j'ai mis 3 ans à assimiler, la personne qu'ils ont rayée du testament, était la seule qui ait jamais su comment construire quelque chose de durable. Et l'approbation de votre famille n'a jamais été ce qui déterminait votre véritable valeur. Voilà mon histoire. Une maison que ma grand-mère a sauvée, un nom qu'ils ont biffé, et un maître ruban en laiton, qui a survécu à chaque mot qu'ils ont utilisé contre moi. Si quelqu'un vous a dit un jour que vous n'arriveriez jamais à rien, allez construire en silence la vie qui leur prouvera le contraire. Et que cela vous suffise. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine histoire.